Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Une impression d'immensité se dégage de ce dessin. La grandeur du paysage est ici exprimée alors même que le sujet est une architecture, mais une architecture dans un lieu, dans son rapport au ciel et au sol. Une architecture tout en détail de petits traits, sans fenêtres. Une architecture en mouvement, faite de tuyaux, de poulies, de piliers et de rampes. Une architecture qui s'élève, verticale, au-devant de forêts et de pâturages à perte de vue. Une architecture posée sur un sol montré dans son épaisseur. Une architecture habitée aussi. Partout, des petits personnages sont là, s'activent et roulent. Ils sont à vélo. Depuis le niveau 4 de la tour, ils descendent le long de la rampe qui l'entoure, rejoignent une petite maison à gauche ou bien le sol plus bas et ensuite un chemin. Un chemin qui guide le regard jusqu'à l'horizon. Un chemin qui relie cette architecture à d'autres qui lui ressemblent. Oui, car le long de ce chemin, il y a d'autres tours éloignées les unes des autres mais connectées. Plus qu'une architecture, c'est un monde qui est dessiné ici. Un monde d'humains interconnectés entre eux et à ce qui est autour d'eux. Un monde qui laisse sa part au sol, à la terre et au ciel. Un ciel immense qui occupe presque la moitié de la page. Ce dessin s'appelle Un autre cycle. Il est signé d'Emma Stévenot et de Karim Layani. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ici Lou Herman sur Radio Anthropocène. Vous écoutez Sciences dessinées, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche et la production du savoir. Au programme aujourd'hui, dessin et architecture avec Emma Stévenot. Bonjour Emma. Bonjour. Emma Stévenot, bonjour. Emma Stévenot, vous êtes architecte de formation, diplômée de l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. Et vous avez d'abord travaillé en agence d'architecture et de paysage. Et puis, vous créez en 2022 votre studio d'illustration qui s'appelle Illutop. Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous parler de votre parcours et de comment vous êtes passé de l'architecture au dessin ? Oui, bien sûr. Je voulais juste revenir sur une petite erreur dans la super présentation. C'est un dessin à 4 mains, donc réalisé avec mon ami Timothée Girard, qui est aussi architecte diplômé d'État. Et en fait, le dessin est inspiré librement du projet L'Autre Voix, du collectif La Voix est libre et de Karim Layani. Mais je n'ai pas dessiné avec Karim Layani. D'accord, donc c'est une erreur de ma part. Donc Timothée, si nous écoute, toutes mes excuses. Donc co-dessiné par Emma et Timothée. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes passé donc de l'architecture au dessin ? Je crois que dans votre cas, ce passage relève plus de la continuité que véritablement de la rupture ou du changement de cap. Oui, c'est ça. J'ai été diplômée donc, de l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand en 2021. Et en fait, après quelques mois de pratique dans des agences de paysage, j'ai fait juste un pas de côté pour finalement me spécialiser dans la représentation de l'architecture plutôt que la maîtrise d'œuvre. Et donc, mettre le dessin comme pratique la plus importante au sein de mon métier. Et donc, oui, j'ai créé en 2022 mon studio d'illustration pour en fait apporter plus d'importance à la représentation visuelle et la communication visuelle des projets d'architecture. Et donc ce studio Illutop, c'est pour illustration et utopie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'origine et l'objectif, le projet qu'il y a derrière ce studio ? Qui sont les commanditaires ? Quelles sont les commandes et comment vous abordez en fait cette brique dessinée dans le processus architectural ? Alors c'est vrai que les utopies, c'est un attrait personnel de ma part. Mais ça a toujours été un fantasme pour beaucoup d'humains et beaucoup d'architectes. Ça me fascine moi-même. Mais il y a différentes sections dans ma pratique, on va dire. Il y a la réponse aux commandes que peuvent avoir les agences d'architecture et de paysage quand il faut illustrer un projet, le présenter à une mairie ou une municipalité en face pour faire adopter ce projet et retransmettre une ambiance. Et il y a ma pratique personnelle à côté, donc qui
qui participent, par exemple, comme pour cette illustration que vous avez décrit en introduction, à des concours d'illustration d'architecture. Et là, je m'oriente plus dans des univers qui n'existent pas forcément ou alors qui sont basés sur la réalité, sur des ressources réelles, mais qui tendent vers un idéal, qui tendent vers un futur plus souhaitable que celui qui se dessine parfois. Et donc, si on revient sur le premier positionnement, hein, donc, que vous venez d'écrire sur votre adresse en fait, aux acteurs de la fabrique de la ville, en particulier aux agences d'architecture et de paysage, donc vous proposez d'ajouter une sorte de brique dessinée supplémentaire en fait, dans le processus de projet et de création d'espace. Et quelle est la fonction du dessin à cet endroit? À quoi il peut servir? Le dessin, alors on voit souvent beaucoup d'images 3D photoréalistes. C'est souvent ce qui est le plus présent dans la communication visuelle de projets d'agences d'architecture, qu'on voit par exemple sur les panneaux dans la ville, etc. Le dessin, il commence à prendre un peu plus de place dans ce milieu-là. Le dessin, en fait, il permet d'avoir un rendu qui est un peu plus fin, plus sensible, moins lisse. Bon, après, je défends ma paroisse, mais le dessin, il va créer des liens. C'est un bon médium ludique qui crée un lien plus émotionnel. On peut aller beaucoup plus dans le détail et avoir une interprétation qui est propre à chacun, qui va créer des liens, comme je le disais, et puis qui va traduire les textures, qui va traduire les choses dans l'épaisseur des motifs, les épaisseurs de lignes, etc. Donc c'est un moyen de communiquer beaucoup plus sensible que j'essaye de mettre en place avec les agences. Et le fait que ce soit un dessin à main levée, ça c'est quelque chose d'important dans ce que vous proposez? Oui, je pense. Après, il y a maintenant, on a beaucoup d'outils à disposition pour dessiner. Moi, c'est vrai que j'essaye de dessiner sans règle, donc dessin à main levée, souvent à l'encre de Chine sur papier, mais aussi en utilisant les moyens numériques comme le stylet sur tablette, etc. Mais c'est vrai que j'aime ce côté du trait tremblotant qui se rapproche parfois du croquis plutôt que du dessin numérisé. Et donc vous dites que le dessin permet en fait de partager le projet architectural, de le rendre plus accessible et plus engageant. Est-ce que vous pouvez développer sur cette partie-là, accessible à qui et comment? Est-ce que vous avez eu des retours sur la façon dont sont reçus vos dessins, notamment peut-être par les destinataires finaux, hein, que sont les usagers des espaces qui sont construits? Il y a une partie aussi dont j'ai pas parlé de ma pratique dans lequel j'ai le plus de retours, c'est d'avoir un lien, par exemple au travers des expositions, au travers de commandes de particuliers pour illustrer leur lieu de vie. Et c'est vrai que là, c'est là où j'ai le plus de retours. En fait, j'aimerais que j'essaye de rendre le dessin technique d'architecture un peu moins élitiste que ce qu'on voit parfois dans ce milieu-là, et donc de le rendre plus accessible à des personnes qui n'ont pas été formées à des normes de dessin technique, des personnes lambda, si j'ose dire. Donc, je propose d'illustrer leur lieu de vie sous forme de commandes et en incorporant des codes de dessin technique. Donc, ça peut être, par exemple, un de mes dessins où on enlève une façade d'une maison pour pouvoir voir l'intérieur. Donc, c'est un mélange entre une coupe de dessin technique, mais ça parle aussi à un public plus large, en fait. C'est ça un peu l'enjeu, c'est que tout le monde puisse parler d'architecture, tout le monde puisse comprendre le dessin et qu'il y ait un dialogue en fait qui se crée entre les différentes parties et que un dessin d'architecture soit compréhensible d'un grand nombre tout en étant bien détaillé avec des éléments techniques, etc. Et donc vous, concrètement, pour produire ce type de dessin, hein, par exemple ces dessins d'espaces vécus, hein, que sont une maison, vous y prenez comment? Vous faites un travail de relevé, vous faites des entretiens avec les habitants pour rendre aussi la part belle à cet aspect habité de l'objet architectural. Comment ça se passe, un peu votre cuisine, on va dire, interne, pour produire ce type d'image?
Alors souvent, oui, c'est soit des visites, donc des croquis in situ sur les bases desquelles je dessine, ou alors c'est de l'envoi de photos. Donc c'est la personne qui va prendre des photographies de son lieu d'habitation, si je ne peux pas m'y rendre ou si c'est un peu plus éloigné. Et on va parler ensemble de l'histoire du lieu. Donc par exemple, si c'est une maison familiale qui a été transformée en gîte ou en petit café, ou si c'est encore habité, comment c'est habité actuellement, comment c'était habité à l'époque, et qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant dans leur histoire familiale, par exemple. Et puis ensuite, je vais esquisser une première base pour déterminer où vont être les espaces et quelle taille ils vont prendre et dans quelle perspective ils vont s'inscrire. Et puis, il y a une autre salve de photos qui sont envoyées et qui, là, comportent des personnages ou des objets que la personne souhaite rajouter dans l'illustration pour encore plus personnaliser l'histoire, mettre des clins d'œil à un univers particulier. J'ai quelqu'un qui m'a commandé une illustration, par exemple, avec un univers un peu féerique, des sorcières, des toiles d'araignée dans le grenier, etc. Et donc, j'essaye de rendre ça après au-dessus de mes croquis au crayon de papier avec mon rotring, donc à l'encre directement en essayant de détailler le plus possible ce dessin. Et vous avez aussi une expérience pédagogique, hein, puisque vous êtes intervenante en école de design sur cette question du dessin, avec, si j'ai bien compris, 2 types d'enseignement. Un enseignement du dessin proprement technique et un enseignement en dessin créatif. Et dans les 2 cas, c'est auprès d'étudiants et d'étudiantes en design d'espace. Comment vous abordez cette différence? Est-ce que c'est vraiment 2 champs complètement distincts, ou est-ce qu'il y a un continuum entre les deux? Alors, c'est vrai que j'enseigne d'abord le dessin technique où on apprend tout ce qui est normes, donc dessiner en coupe, en plan, en axométrie, qui est une discipline qui est beaucoup plus normée et stricte, où on travaille à la règle, à l'équerre, au catch, donc au report d'échelle, on dessine à l'échelle. Et donc l'autre partie qui est dessin créatif et illustration, qui est là beaucoup plus développé dans la créativité, le dessin d'imagination, l'illustration et l'usage moins récurrent de la règle. Donc c'est un peu 2 disciplines qui se complémentent. J'essaye de mixer le plus possible ces 2 univers-là pour leur apprendre en fait à avoir un côté, à rendre un dessin technique plus sensible et plus accessible à un public plus large, et à contrario, insérer des normes de dessin technique d'architecture dans leur dessin d'espace imaginé ou créatif. On voit aussi qu'il y a, donc, dans votre travail, on a commencé à en parler, déjà différents types de dessins, donc des dessins d'espaces qui sont déjà construits, des dessins d'espaces projetés, pour le cas de votre travail auprès des agences de paysage et d'architecture, et puis aussi des dessins récits qui relèvent de ce que vous appelez des utopies. Alors d'abord, est-ce que cette typologie que je viens de proposer, elle vous semble juste? Et sinon, est-ce que vous pouvez revenir sur les différents types de dessins que vous explorez, et peut-être nous expliquer quels sont les grands enjeux et aussi éventuellement les écueils auxquels vous êtes confrontés en fonction du type de dessin? Est-ce qu'il y a des choses particulières en fonction d'un dessin ou d'un autre, des enjeux, des problématiques auxquelles vous faites face? Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs types de dessins, donc plutôt ceux qui s'orientent vers des utopies qui qui ne partent pas d'un site existant, qui ne parlent pas d'une architecture existante, mais qui sont projetés afin d'être construits. Donc cela, c'est plus sur la commande d'agences d'architecture. Et les utopies, pardon. Et les utopies où là, on ne part pas forcément d'un site existant et on vient créer, en fait, proposer de nouveaux imaginaires qui ne seraient pas du tout réalisables. Les utopies, par définition, c'est déconnecté de toute vertu constructive et raisonnée, mais l'enjeu, c'est plutôt de pousser à la réflexion et de proposer ouais, une nouvelle vision qui n'est pas réalisable, mais qui peut peut-être débloquer quelque chose dans les imaginaires. Voilà.
Donc, vous avez un dessin qui est singulier, hein, qui emprunte, vous l'avez dit, à la fois au dessin technique. Hein, vous travaillez à la ligne claire avec le rotring, mais aussi un peu à la bande dessinée. Et presque des fois, il y a des choses qui tirent vers l'illustration, plutôt dans un univers pour enfants. Donc, vos dessins, ils sont à la fois extrêmement précis et détaillés, et en même temps très foisonnants et poétiques. D'où vient votre dessin? Est-ce qu'il a évolué? Et qu'a fait l'architecture à la fois comme formation et puis après aussi comme profession, parce que vous avez travaillé en agence, qu'a fait l'architecture à votre dessin? Et aujourd'hui, maintenant que vous êtes vraiment entièrement consacré au dessin, est-ce qu'il évolue dans cet à côté du projet architectural? D'abord, merci beaucoup pour les compliments. Je dirais que en fait, j'avais pas forcément une pratique avant de rentrer en école d'architecture. J'ai plus découvert l'illustration et le dessin à la main avec mes études en école d'architecture, où on commence à illustrer des projets tout en restant dans la perspective normée, ou les coupes, les plans, les façades qui sont des documents de dessin technique. Et au lieu d'avoir une pratique illustrative et puis de rajouter des éléments techniques, j'ai plutôt eu le chemin inverse. Et donc, par exemple, aujourd'hui, j'essaye de donner un côté beaucoup plus illustratif, de travailler peut-être plus les personnages, par exemple. Les personnages, c'est quelque chose que l'on détaille pas vraiment dans les dessins d'architecture. On vient rajouter des personnages en priorité pour donner une échelle au dessin. Et donc, on ne va pas forcément détailler. Et je trouve que du coup, le dessin des personnages, c'est un bon exemple pour montrer que mon dessin, au fur et à mesure, vient de plus en plus détailler les personnages, vient détailler d'autres éléments sensibles, le ciel, les plantations. Et puis, il vient se colorer aussi, parce que c'est vrai que la maîtrise de la couleur, c'est pas forcément ce qu'on apprend le plus dans le dessin technique ou en école d'architecture. Et donc, je dirais qu'au fur et à mesure, mes dessins deviennent de plus en plus illustratifs, en s'inspirant en effet de la bande dessinée, du travail d'autres illustrateurs qui ne sont pas forcément dans le milieu de l'architecture. On va revenir sur cette question des références et des inspirations, mais avant, il y a quelque chose que vous venez de dire que je trouve particulièrement intéressant, c'est cette question de l'échelle, et à la fois de l'échelle, de la micro-échelle à l'échelle de l'espace habité, donc qui vous conduisent à intégrer des humains en fait dans vos illustrations. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est la grande échelle, le grand paysage que vous abordez dans les dessins utopiques, notamment dans celui que j'ai tenté de décrire en introduction. Et pour autant, en abordant cette grande échelle, vous conservez en fait la ligne claire, le trait précis, alors qu'on est dans des très grands espaces. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est en jeu, en question dans votre réflexion et dans votre pratique? Oui, bien sûr. En tant qu'architecte, on est toujours amené à détailler en fonction de l'échelle les éléments. Et en ayant une illustration qui est détaillée à la fois dans le zoom et à la fois dans l'échelle globale de l'illustration, ça permet d'avoir différents niveaux de lecture. Et donc, par exemple, si on se tient à 6 mètres de cette illustration affichée sur un mur, on aura une toute autre lecture de l'architecture ou du paysage que si on se tient à 50 cm du mur en question. Et il faudrait que chaque trait s'accorde à ce nouveau regard, à cette nouvelle posture, cette nouvelle distance à laquelle on se trouve de l'illustration. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un intérêt particulier à détailler chaque chose. En fait, on pourrait extraire chaque partie de cette grande illustration que vous décriviez en amont pour avoir des micro-scènes de comment on gère, par exemple, le réemploi avec la briqueterie qui est représentée, mais aussi comment s'organise au niveau territorial ce projet, comment il pourrait se répercuter à différentes échelles, comment on interagit avec le projet
dans une échelle macro et comment on interagit avec le projet à l'échelle d'un territoire. Oui, effectivement, c'est un dessin qui a un côté multiscalaire qui est très intéressant. Et ben, je vous propose qu'on en parle peut-être plus en détail. Donc, ce dessin a un autre cycle que j'ai tenté de décrire en introduction. Et donc, vous avez travaillé avec un autre dessinateur qui est Timothée. Vous pouvez me rappeler son nom de famille? Je suis navrée. Timothée Girard. Voilà. Donc, Timothée Girard, qui est dessinateur et cycliste, et il travaille sous le nom aussi de Atlas du cycle. D'accord. Et donc, ce dessin, c'est un dessin à 4 mains. C'est quelque chose qui n'est pas très courant. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu plus en détail de ce projet particulier et donc nous expliquer l'origine et l'objet de cette collaboration? Et puis après aussi, nous raconter un peu concrètement la manière dont vous vous êtes pris pour dessiner ensemble. Est-ce que vous vous êtes partagé la feuille en deux? Est-ce que il y en a un qui a géré l'architecture, l'autre les personnages? Enfin, voilà, nous dire qu'est-ce que ça a produit aussi en termes de réalisation et peut-être aussi pour vous en termes de posture en tant que dessinatrice. Oui, bien sûr. Alors, c'est un projet d'illustration qui est né d'un concours d'architecture illustrée qui est organisé par la plateforme Non-Architecture. Et donc, le thème de ce concours était d'imaginer un lieu de vie marqué par l'utilisation du vélo comme mode de vie. Nous, on a travaillé à distance. Donc, on a organisé des points à distance où on s'est décidé sur le programme, sur le site, etc. On a un peu excentré de cette demande de la maison l'utilisation du vélo dans un bâtiment. On s'est excentré, comme font souvent les architectes. On a dézoomé pour prendre l'échelle d'un territoire dans lequel ce projet qu'on allait imaginer pourrait peut-être se répercuter à différents endroits. Comme je disais, c'est un projet qui était inspiré du projet L'autre voie du collectif La Voie est libre et du travail de Karim Layani, qui est paysagiste et urbaniste, et qui marque dans sa pratique une distance avec les pratiques néfastes de la maîtrise d'œuvre d'aujourd'hui. Donc, par exemple, là, c'était sur le projet de l'autoroute, de la portion d'autoroute entre Toulouse et Castres, la 69, qui fait un peu de bruit en ce moment. Et donc, L'autre voie, c'est un projet de futur alternatif et souhaitable, où une véloroute nationale serait construite à la place de cette autoroute. Et donc, nous sommes appuyés sur cet imaginaire-là pour créer un projet utopique, mais qui s'appuie sur une réalité. Donc, la réalité, c'est nous qui l'avons choisie. On a un peu parcouru cette portion entre Toulouse et Castres pour trouver sur Google Maps un site existant. On s'est arrêté sur une briqueterie, en fait. C'est donc une usine de briques. Elle s'appelle la briqueterie de Nagent, avec un cours d'eau. Ça nous intéressait d'avoir à la fois la dimension de l'eau et à la fois une filière qui était en place sur un site. Et donc, à partir de ça, on a imaginé on a imaginé tout un cycle, en fait, entre la briqueterie, ces matériaux de construction, donc la brique qui créerait des hébergements pour les voyageurs et les cyclistes qui emprunteraient la véloroute, et puis aussi de l'énergie mécanique qui découle du vélo pourrait activer en fait les objets du quotidien, des systèmes de poulies et mettre tout en marche tout cet ensemble. Et aussi dans la récupération d'eau, pour la vie quotidienne, l'agriculture. On a placé des systèmes de permaculture, de phytoévaporation pour faciliter un cycle vertueux entre les ressources naturelles. Et une tour à méthanisation, c'est ça dont vous avez parlé donc en c'est introduction. Cette architecture... C'est cette tour qu'on voit. C'est cette grande architecture qui produirait l'énergie en fait, qui serait nécessaire à l'hébergement sur le côté. Et donc tout cet imaginaire, on l'a développé donc en se concertant à distance. On a conceptualisé cette forme globale en 3D, en maquette 3D d'abord. Et puis ensuite, on a extrait de cette maquette 3D 2 parties. Donc on a séparé en deux nos parties à dessiner. Et donc j'ai dessiné la partie de gauche et Timothée s'est occupé de la partie de droite. Et donc on a travaillé sur la même épaisseur de feutre à encre. Forcément, en étant à distance, on a eu un intérêt particulier à échanger à chaque étape
pour que ensuite les deux parties se recollent parfaitement. Enfin, parfaitement, si on zoome pas trop, mais... Non, c'est le cas, elle se recolle vraiment parfaitement. Je suis désolée, Emma, on arrive au terme du temps dont on dispose. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Donc, Emma Stévenot, je rappelle que votre studio s'appelle Illutop et que vous retrouverez toutes les informations en ligne. Donc, il y a un site internet qui est dédié et aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Emma. Merci à vous. Et donc, les auditeurs et les auditrices, vous pouvez rester à l'écoute sur Radio Anthropocène, à suivre une lecture de Bérénice Gagne et puis suivie de l'émission de Terreau commun. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.